La serveuse s'était figée au milieu de la salle, le plateau tremblant dans ses mains. Ce n'était pas le poids des verres de vin qui la faisait trembler, mais le rire cruel qui résonnait de la table 17. Ce genre de rire que tout travailleur reconnaît instantanément. Le son de quelqu'un qui prend plaisir à l'humiliation d'autrui. Le restaurant Imperial Garden, situé au cœur de Manhattan, était connu pour 3 choses. Ses plats fusion asiatiques primés, sa carte des vins avec des bouteilles à 5 chiffres et sa clientèle composée de l'élite financière de New York. Les murs recouverts de panneaux en acajou sombre contrastaient avec de délicates lanternes rouges suspendues au plafond, créant une atmosphère où le luxe oriental rencontrait la sophistication occidentale. C'était le genre d'endroit où les cadres concluaient des accords de millions entre l'apéritif et le dessert, où chaque détail était pensé pour impressionner. Elle y travaillait depuis 2 ans. 2 ans à servir des personnes qui dépensaient en un seul repas l'équivalent de 3 mois de son loyer. 2 ans à sourire poliment tout en étant traitée comme un meuble de luxe, nécessaire, mais invisible. Elle avait rapidement appris les règles non écrites de ce monde. Ne jamais regarder les clients dans les yeux trop longtemps, ne jamais interrompre une conversation, disparaître au bon moment et réapparaître quand nécessaire, comme un fantôme bien entraîné. Ce vendredi soir-là, le restaurant était particulièrement animé. Chaque table était occupée par des visages connus des pages business des journaux, des célébrités discrètes qui appréciaient la stricte politique de confidentialité de l'établissement et des nouveaux riches impatients d'être vus aux bons endroits. L'air était chargé de l'odeur du gingembre frais, de la sauce soja vieillie et de parfums coûteux qui valaient plus que son salaire hebdomadaire. La table 17 avait été réservée par un groupe d'hommes d'affaires. 4 hommes en costume impeccable, des montres qui brillaient sous la lumière douce des lanternes, cette confiance arrogante qui vient de n'avoir jamais entendu le mot « non » sans pouvoir l'acheter ensuite. Dès leur arrivée, ils avaient traité le personnel avec cette familiarité irrespectueuse qui confond intimité et intimidation. Elle s'approcha de la table pour la 3e fois ce soir-là, gardant le sourire professionnel qu'elle pratiquait chaque matin devant le miroir. Le bloc-notes prêt, la posture impeccable, chaque geste calculé pour montrer sa compétence sans attirer une attention excessive. « Bonsoir, messieurs. Êtes-vous prêts à passer commande ?» L'un d'eux, assis à la tête de la table, leva les yeux paresseusement. Il avait ce type de beauté qui s'accompagne de privilèges. Mâchoire définie, cheveux parfaitement coiffés en arrière, yeux clairs qui semblaient évaluer la valeur monétaire de tout ce qu'il touchait. Son costume était de confection italienne, le genre qui nécessite 3 essayages et 6 semaines d'attente. À son poignet, une montre suisse valant probablement plus qu'une voiture. « Vous avez quelque chose de spécial au menu aujourd'hui » demanda-t-il, mais le ton laissait entendre qu'il n'était pas vraiment intéressé par la réponse. « Oui, monsieur. Le chef a préparé. » « Parce que, l'interrompit-il en se penchant en arrière sur sa chaise avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, je cherche quelque chose de vraiment exotique ce soir. Quelque chose de différent. Quelque chose qui vaille le prix absurde que vous demandez ici. » Les autres hommes à la table rirent. Ce type de rire automatique que les subordonnés émettent lorsque le patron fait une blague, peu importe si elle est drôle ou non. Elle maintint son sourire, habituée à ce genre de commentaires. « Je peux vous recommander le canard laqué avec. » « Vous savez ce qui serait vraiment exotique » l'interrompit-il à nouveau, regardant ses collègues avec une lueur de plaisir dans les yeux. « Si le service ici était à la hauteur du prix. Vous ne trouvez pas ?» Encore des rires. Plus fort cette fois. Elle sentit la chaleur monter dans son cou, mais garda sa contenance. Elle respira profondément, compta mentalement jusqu'à 3 comme sa collègue lui avait appris, et essaya à nouveau. « Monsieur, je peux vous assurer que… » « Depuis combien de temps travaillez-vous ici » demanda-t-il soudain, l'étudiant comme un puzzle particulièrement ennuyeux. « 2 ans, monsieur. »« 2 ans » répéta-t-il, secouant la tête avec une fausse admiration. « Et en 2 ans, vous devez avoir vu beaucoup de choses intéressantes. Beaucoup de conversations importantes. Beaucoup d'affaires conclues. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui fit se nouer son estomac. Un piège se mettait en place, elle pouvait le sentir. « Je respecte la vie privée de tous nos clients, monsieur. » « Bien sûr, bien sûr. » Il agita la main, balayant ses paroles. « Mais dites-moi une chose. Avez-vous déjà travaillé ailleurs que, comment dire, un restaurant ?» La question la prit au dépourvu. Les autres hommes à la table prêtaient maintenant attention, les visages tournés vers elle comme des prédateurs flairant la vulnérabilité. « Non, monsieur. J'ai toujours travaillé dans la restauration. » Fascinant. Il prit une gorgée du vin qu'elle avait servi plus tôt, savourant non seulement la boisson, mais le moment. « Alors c'est votre plafond. Votre limite. Servir de la nourriture à des gens comme nous pour le reste de votre vie. » Le silence qui suivit fut lourd. Les autres tables à proximité commencèrent à percevoir la tension,
les conversations baissant de volume, des regards curieux se tournant vers la scène qui se déroulait. Elle serra le bloc-notes assez fort pour y laisser des marques de ses ongles sur le papier. « Je suis très fier de mon travail, monsieur. » Fier. Il testa le mot sur sa langue, comme un vin de millésime douteux. « C'est adorable. Vraiment adorable. Mais répondez-moi honnêtement, si vous pouviez être n'importe où maintenant, faire n'importe quoi d'autre, ne préféreriez-vous pas ?» C'était une cruauté déguisée en curiosité. Il savait exactement ce qu'il faisait, prenant plaisir à chaque seconde de gêne qu'il provoquait. Les autres hommes à la table observaient avec des sourires amusés, comme spectateurs d'un spectacle privé. « Monsieur, puis-je prendre votre commande ?»« Voyez, » se tourna-t-il vers ses collègues, « c'est exactement ce que je dis. Pas d'ambition, pas de rêve. Juste servir des plats et accepter des pourboires, jour après jour. C'est presque triste. » Quelque chose en elle commença à bouillonner. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était des années de petites humiliations accumulées, de sourires forcés face au mépris, de dignité avalée avec la fierté parce qu'il fallait payer les factures. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous ne savez rien de moi. L'atmosphère à la table changea instantanément. Ses yeux se plissèrent, le sourire se figeant sur son visage. Personne ne lui parlait de cette façon. Surtout pas une serveuse. Pardon. Le mot sortit glacé. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Qu'elle aurait dû reculer, s'excuser, baisser la tête. Mais quelque chose en elle refusa de céder cette fois. « J'ai dit que vous ne savez rien de moi, de ma vie ni de mes ambitions. » Le restaurant était silencieux maintenant. Même la musique de fond semblait avoir diminué. Tous les regards étaient braqués sur eux. Il se leva lentement, se tenant droit avec l'attitude de quelqu'un habitué à dominer chaque espace qu'il occupe. Il était plus grand qu'elle ne l'avait perçu, et il utilisait cela comme arme, envahissant son espace personnel de manière calculée pour intimider. « Vous avez du courage, » dit-il, la voix basse mais chargée de menaces latentes. « Je l'admets. Mais le courage sans intelligence n'est que stupidité. » Il se rassit, croisant les jambes avec une élégance décontractée, puis sourit. Mais il n'y avait rien d'amical dans ce sourire. C'était le sourire de quelqu'un sur le point de donner le coup final. « Vous savez ce que je pense ? Je pense que vous êtes comme tant d'autres dans cette ville. Pleine de rêves que vous ne réaliserez jamais, travaillant dans des emplois que vous détestez, faisant semblant que tout va bien. Et dans 10, 20 ans, vous serez encore ici, servant des gens comme moi, vous demandant où tout a mal tourné. » Il fit une pause, laissant les mots pénétrer. Puis, comme s'il venait d'avoir la meilleure idée de la soirée, ses yeux brillèrent de malice. « En fait, je vais faire une proposition. Je vais rendre cette soirée intéressante. » Il sortit son portefeuille de la poche intérieure de sa veste, un accessoire en cuir valant probablement son salaire d'un mois, et commença à compter des billets. Le bruit du papier froissé emplit le silence tendu. 100, 200, 500, 1000 $ en billets de 100, disposés soigneusement sur la table comme des cartes d'un jeu particulièrement pervers. « Je vous donne 1000 $, dit-il en poussant l'argent vers elle, si vous me servez en mandarin. Parfaitement. Sans erreur. 1000 $ pour quelques minutes de votre temps. » Les autres hommes à la table éclatèrent de rire. C'était une blague élaborée, un piège humiliant déguisé en générosité. Tout le monde savait qu'elle ne parlait pas mandarin. Comment pourrait-elle? Elle n'était qu'une serveuse, après tout. Il se renfonça dans sa chaise, les bras croisés sur la poitrine, ce sourire arrogant toujours sur le visage. « Alors, qu'en dites-vous ? 1000 $. Argent facile. À moins, bien sûr, que vous ne soyez pas aussi spécial que vous voudriez le croire. » Tout le restaurant regardait maintenant. Il n'y avait plus aucune prétention de vie privée ou de discrétion. Tout le monde voulait voir comment cela finirait, si la serveuse serait écrasée par la cruauté décontractée d'un homme riche et ennuyé. Elle regarda l'argent sur la table. 1000 $. 3 mois de loyer. 6 mois de dépenses pour les médicaments de son frère cadet. La différence entre survivre et vivre avec un minimum de dignité. Tout était là, à quelques centimètres. Puis elle le regarda. Ce visage beau, façonné par la certitude que le monde plierait toujours à ses désirs. Ce sourire qui disait qu'il avait déjà gagné avant même de commencer. Et pour la première fois en 2 ans de travail dans ce restaurant, elle sourit vraiment. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle resta simplement là, immobile, avec ce sourire étrange sur le visage qui mit l'homme légèrement mal à l'aise. C'était comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait, et cela perturbait l'équilibre de pouvoir qu'il avait soigneusement construit. Dit-elle, la prononciation parfaite, chaque ton exactement à sa place.
Le silence qui suivit fut absolu. Ce n'était pas seulement l'absence de son, c'était un vide où toute l'arrogance et la certitude avaient été aspirées hors de la pièce. Les autres hommes à la table cessèrent de rire. Le sourire sur son visage disparut comme la brume sous le soleil du matin. Elle continua, toujours en mandarin impeccable. Ou peut-être préférez-vous que je vous recommande quelque chose adapté à votre palais. Bien que je craigne que nous n'ayons rien au menu qui s'accorde avec le goût pour l'humiliation que vous semblez apprécier. L'une des autres serveuses, qui passait avec un plateau d'amuse-bouche, faillit tout laisser tomber. Un couple à la table voisine commença à applaudir discrètement. D'autres clients regardaient, bouche bée, certains filmant discrètement avec leur téléphone. Il était pâle, maintenant. Le visage qui, quelques minutes plus tôt, rayonnait de confiance se contractait entre le choc et quelque chose qui ressemblait à de la honte. Ses collègues de table échangeaient des regards gênés, soudain très concentrés sur leur verre de vin. « Toi » commença-t-il, mais les mots moururent dans sa gorge. « Moi quoi » demanda-t-elle, repassant à l'anglais, la voix calme mais chargée d'une force nouvelle. « Je ne suis pas ce que vous imaginiez, pas seulement une serveuse sans ambition ni rêve, pas assez invisible pour votre divertissement ?» Elle prit l'argent sur la table d'un geste délibéré et le reposa devant lui. « Gardez vos $1000. Ma dignité n'est pas à vendre, et certainement pas au prix que des hommes comme vous pensent pouvoir payer. » Le gérant du restaurant était apparu, attiré par la commotion. C'était un homme d'âge moyen, toujours impeccablement vêtu, doté de cette capacité naturelle à résoudre les problèmes avec discrétion. Mais même lui semblait incertain de la façon de gérer la situation. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il, regardant tour à tour la serveuse et la table 17. L'homme au costume italien se reprit rapidement, le masque du contrôle revenant sur son visage. Il se racla la gorge et fit un geste désinvolte, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Aucun problème. Juste un malentendu. Un malentendu, répéta-t-elle, la voix légèrement tremblante maintenant que l'adrénaline commençait à retomber. C'est comme ça que les hommes comme vous appellent les moments où ils sont confrontés? Un malentendu? Le gérant posa doucement une main sur son bras, un geste à la fois de soutien et d'avertissement. Pourquoi ne pas faire une pause? Aller prendre un peu d'air dehors. Ce n'était pas vraiment une suggestion. Elle comprit. Elle hocha la tête, prit son plateau et se dirigea vers l'arrière du restaurant, sentant tous les regards rivés sur son dos. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut appuyer le plateau contre sa poitrine. La cuisine était un chaos organisé de flammes, de vapeurs et de commandes criées. Personne n'avait vu ce qui s'était passé dans la salle. Tout le monde était encore plongé dans le tumulte du service du dîner. Elle passa tout droit, poussant la porte arrière qui donnait sur la ruelle derrière le restaurant. L'air froid de novembre la frappa comme une gifle, mais il était bienvenu. Elle s'appuya contre le mur de briques, ferma les yeux, essayant de comprendre ce qu'elle venait de faire. 2 ans à se retenir, 2 ans à avaler le mépris, et tout avait explosé en quelques minutes. Sa collègue, qui travaillait là depuis plus longtemps qu'elle, apparut à la porte quelques secondes plus tard, le visage mêlant admiration et inquiétude. « Tout le monde parle de ce que tu as fait. » La moitié du restaurant applaudit, l'autre moitié est sous le choc. Et cet homme? Elle fit une pause. Tu as une idée de qui il est? Je m'en fiche de qui il est. Tu devrais. Il possède je ne sais combien d'entreprises. Il a des connexions avec à peu près tout le monde d'important dans cette ville. Et tu viens de l'humilier devant ses clients et ses collègues. Le poids de ces mots tomba sur elle comme du plomb. L'adrénaline laissait place à la réalité. Elle avait des factures à payer. Un petit frère qui dépendait d'elle. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Sa collègue soupira, mais un sourire triste apparut sur son visage. Probablement. Mais c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue ici. Il fallait bien que quelqu'un mette ce genre de type à sa place. Elles restèrent silencieuses un moment, le bruit lointain de la circulation de Manhattan emplissant l'espace entre elles. « Comment tu sais parler mandarin ?» demanda finalement la collègue. « La fac. J'ai étudié les langues orientales pendant 3 ans avant d'eux. » Elle ne termina pas sa phrase. Avant que sa mère ne tombe malade. Avant d'avoir dû tout abandonner pour s'occuper d'elle et de son frère. Avant que ses rêves ne soient remplacés par des doubles quarts de travail et le salaire minimum. La porte s'ouvrit à nouveau. C'était le gérant, le visage prudemment neutre. « J'ai besoin de te parler. » Sa collègue lui serra brièvement la main avant de disparaître à l'intérieur. Elle se retrouva seule avec le gérant dans la ruelle froide. « Tu sais que je ne peux pas autoriser ce genre de confrontation avec les clients, » commença-t-il, mais sa voix n'avait pas la dureté qu'elle craignait. Ce restaurant vit de sa discrétion et de son service impeccable. Ce qui s'est passé là-dedans.
Je sais. Je suis désolé. Je vais récupérer mes affaires. Attends. Il leva la main. Je n'ai pas fini. Ce qui s'est passé là-dedans était extraordinaire. Cet homme vient ici depuis des années, traitant mon équipe comme des moins que rien, et personne n'a jamais eu le courage de lui tenir tête. Tu as fait ce que je voulais faire depuis longtemps. Elle le regarda, confuse. Mais cela ne change pas le fait qu'il est l'un de nos clients les plus importants. Et il est là-dedans en ce moment, exigeant que je te renvoie. Bien sûr qu'il l'était. Les hommes comme lui n'acceptaient jamais l'humiliation publique. Ils devaient restaurer leur pouvoir d'une manière ou d'une autre, et elle était la cible la plus facile. Je comprends. Mais, continua le gérant, je lui ai dit que je devais d'abord vérifier les caméras de sécurité. Procédure standard. Et, curieusement, les caméras montrent clairement qu'il t'a provoqué, t'a humilié devant tout le monde, et t'a fait ce pari ridicule. Mes avocats m'ont conseillé que te licencier dans une telle situation pourrait être considéré comme des représailles. Une lueur d'espoir s'alluma en elle. Donc je ne suis pas renvoyé. Techniquement, non. Mais, il hésita, il ne va pas en rester là. Les hommes de ce genre ne lâchent jamais. Il va rendre ta vie ici impossible. Il se plaindra de toi. Il exigera que tu sois retiré de son service à chaque fois qu'il viendra. Il fera tout ce qu'il peut pour te pousser à partir. Alors je suis coincé. Soit je pars d'elle-même, soit je reste et je souffre jusqu'à ne plus pouvoir. Le gérant la regarda avec quelque chose qui ressemblait à un véritable respect. Il y a une troisième option. Reste. Garde la tête haute. Montre-lui, et montre à tout le monde ici, que tu ne peux pas être brisé. Ce ne sera pas facile, mais quelque chose me dit que tu es plus forte que tu ne le crois. Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. C'était un des serveurs, essoufflé. Le client de la table 17 s'en va. Mais il a laissé quelque chose pour elle. Les trois rentrèrent. Le restaurant avait retrouvé son rythme normal, les conversations reprenant comme si le drame de quelques minutes plus tôt n'avait jamais existé. Mais elle pouvait sentir les regards, les murmures, l'énergie changer dans la pièce. Sur la table 17, maintenant vide, il y avait une enveloppe. Elle s'en approcha lentement, comme s'il s'agissait d'un piège. À l'intérieur, il y avait les 1000 $ et une carte de visite avec quelques mots écrits à la main au verso. Vous avez gagné cette manche. Mais les gens comme vous ne gagnent jamais contre les gens comme moi. Jamais. Elle lut les mots 2 fois, sentant la colère revenir. Ce n'était pas seulement la menace voilée, c'était la certitude absolue qu'il avait que le monde fonctionnait selon ses règles. Que l'argent et le pouvoir triomphaient toujours de la dignité et du courage. Sa collègue était à ses côtés, lisant par-dessus son épaule. Il pense vraiment pouvoir t'intimider. Il peut. Elle plia la carte et la glissa dans la poche de son tablier. Il peut m'intimider, rendre ma vie difficile, peut-être même réussir à me faire renvoyer un jour. Mais une chose qu'il ne peut pas faire, c'est effacer ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Il n'oubliera jamais le moment où quelqu'un qu'il considérait comme inférieur l'a remis à sa place. Le reste de la soirée passa dans une sorte de brouillard. Elle servit ses tables, sourit aux clients, accomplit ses tâches avec la même compétence que toujours. Mais quelque chose avait changé en elle. Chaque fois qu'un client se montrait grossier, chaque fois que quelqu'un claquait des doigts pour attirer son attention, chaque petite humiliation qu'elle avalait autrefois en silence brûlait différemment maintenant. Quand elle termina enfin son service et sortit par la porte arrière, il était déjà passé minuit. Les rues de Manhattan étaient calmes, cette accalmie temporaire avant que la ville ne s'éveille de nouveau. Elle commença la longue marche jusqu'au métro, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, les pensées tourbillonnant. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Pendant une seconde, son cœur s'accéléra, pensant que c'était peut-être lui, qu'il avait trouvé son numéro d'une manière ou d'une autre. Mais c'était de sa collègue. J'ai vu sur Instagram. Quelqu'un a tout filmé. La vidéo se propage. Tu es devenu viral. Elle s'arrêta au milieu du trottoir, l'estomac noué. Viral. Cela signifiait que des millions de personnes verraient. Que cela attirerait l'attention. Qu'il n'y aurait plus de retour possible. Elle ouvrit l'application avec des mains tremblantes et trouva la vidéo facilement. Elle comptait déjà 1 demi-million de vues. Les commentaires étaient un mélange de soutien fervent et de critiques cruelles. Certains l'appelaient une héroïne. D'autres disaient qu'elle avait été irrespectueuse et méritait d'être renvoyée. Beaucoup spéculaient sur l'identité de l'homme, certains l'ayant déjà identifié. Mais ce qui lui coupa le souffle fut le dernier commentaire, posté quelques minutes plus tôt. Elle ne sait pas à qui elle s'en est prise. Il va détruire sa vie. Et à cet instant, debout seule dans la rue froide de New York, elle se demanda si avoir raison vaudrait le prix qu'elle était sur le point de payer.
Les 3 jours suivants furent les plus étranges de sa vie. La vidéo continuait de se répandre, atteignant des millions de vues. Son visage était partout, capturé à ce moment précis où elle avait répondu en mandarin, l'expression de choc de l'homme figé à jamais sur Internet. Les journaux locaux reprirent l'histoire. Les blogueurs écrivirent des analyses interminables sur les dynamiques de pouvoir et la dignité de la classe ouvrière. Elle était devenue un symbole malgré elle. Mais les symboles ne paient pas le loyer. Le lundi, elle se réveilla pour découvrir que sa photo était en première page du journal local avec le titre « Serveuse virale affronte magnat de l'immobilier ». C'est ainsi qu'elle découvrit qui il était réellement. Son nom y figurait, imprimé en grandes lettres. Propriétaire de 32 immeubles commerciaux à Manhattan. Investisseur dans des startups technologiques. Philanthrope qui donnait des millions à des causes choisies. Un homme dont la fortune comptait plus de zéros qu'elle ne pouvait en compter. L'article peignait un portrait complexe. Il citait d'anciens employés parlant de son tempérament explosif et de ses attentes impossibles. Mais il mentionnait aussi ses contributions aux hôpitaux pour enfants et aux programmes éducatifs. C'était le genre de personne que la société pardonnait facilement, car sa richesse achetait la rédemption. Elle plia le journal et le jeta à la poubelle. Elle ne voulait plus lire. Au travail, tout avait changé. Les autres serveurs et serveuses la traitaient différemment maintenant. Un mélange de respect et de peur d'association. Certains évitaient de lui parler, comme si sa rébellion pouvait être contagieuse et mettre leur propre emploi en danger. D'autres la cherchaient en secret pour raconter leurs propres histoires d'humiliation, profitant de son courage comme autorisation à enfin se confier. Le mardi matin, le gérant la convoqua dans son bureau. Elle entra en s'attendant au pire, mais ce qu'elle trouva fut différent. Il était assis derrière son bureau, mais une autre personne était là. Une femme en costume sombre, cheveux gris attachés en un chignon impeccable, yeux perçants qui semblaient voir à travers les gens. « C'est l'avocate du restaurant », expliqua le gérant. « Elle a quelques questions pour vous. » La femme fit un geste vers la chaise vide. « Asseyez-vous. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je dois juste comprendre exactement ce qui s'est passé vendredi. » Elle raconta l'histoire de nouveau, chaque détail, chaque mot échangé. L'avocate prenait des notes sur une tablette, interrompant parfois pour clarifier un point précis. Quand elle eut fini, la femme resta silencieuse longtemps, regardant seulement ses notes. « Vous vous rendez compte qu'il pourrait vous poursuivre pour diffamation ?» dit enfin l'avocate. « Alléguant que vous l'avez humilié publiquement, causant des dommages à sa réputation. » Son sang se glaça. Mais je n'ai fait que répondre à ce qu'il a demandé. Je ne faisais que me défendre. Je sais. Et c'est pourquoi toute poursuite de sa part serait immédiatement rejetée. Les caméras de sécurité, les témoins, tout corrobore votre version. Mais les hommes aux ressources illimitées n'ont pas besoin de gagner en justice pour causer du tort. Ils ont juste besoin de rendre le processus si coûteux et long que vous abandonniez. Pourquoi me dites-vous cela? L'avocate se pencha en avant, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité inattendue. Parce que je veux que vous soyez préparés. Et parce qu'extra-officiellement, je pense que vous avez fait quelque chose de courageux. Mais le courage a des conséquences, surtout lorsque vous défiez des personnes puissantes. Après la réunion, elle retourna dans la salle du restaurant avec un poids nouveau sur la poitrine. La menace légale planait au-dessus d'elle comme un nuage d'orage. Chaque fois que son téléphone sonnait, elle s'attendait à recevoir des documents judiciaires. Mais ce qui arriva fut différent. Le mercredi, elle reçut un email. L'expéditeur était une organisation de défense des droits des travailleurs qu'elle n'avait jamais entendue. Ils avaient vu la vidéo. Ils voulaient discuter de l'utilisation de son histoire dans le cadre d'une campagne plus large sur la dignité au travail. Ils ne demandaient rien d'elle, seulement un soutien juridique gratuit en cas de besoin. Elle lut l'email 3 fois avant de répondre. L'idée de transformer son moment de colère en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes, était à la fois excitante et terrifiante. Mais elle prit rendez-vous pour la fin de la semaine. Ce soir-là, après son service, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle alla à la bibliothèque publique et resta jusqu'à la fermeture, effectuant des recherches. Elle lut tout ce qu'elle put trouver sur lui. Non seulement les articles élogieux dans les magazines économiques, mais aussi les petites histoires enfouies dans des pages obscures de l'Internet. Des procès du travail résolus hors tribunal. Des employés ayant signé des accords de confidentialité. Un schéma de comportement qui se répétait. Elle n'était pas seule. Il y avait des dizaines, peut-être des centaines de personnes qui avaient été traitées de la même manière. La différence était qu'elle avait répondu, et cette réponse avait été capturée en vidéo pour que le monde voie. Plus elle lisait, plus elle comprenait. Il n'était pas seulement un homme cruel pour le plaisir. Il avait appris que le pouvoir signifiait impunité,
que l'argent achetait le droit de traiter les autres comme des objets. Et personne ne lui avait jamais dit non d'une manière qui compte vraiment. Jusqu'à maintenant. Le jeudi, un événement inattendu se produisit. Une journaliste d'un grand journal national entra dans le restaurant pendant son service. Elle reconnut immédiatement la femme, une reporter d'investigation connue pour ses enquêtes sur la corruption d'entreprises et l'abus de pouvoir. La journaliste demanda une table dans sa section. Ce n'était pas une coïncidence. Lorsqu'elle s'approcha pour prendre la commande, la femme sourit gentiment. « Je ne suis pas ici pour manger, même si le menu semble excellent. Je suis ici parce que j'écris un article sur la culture de travail dans les restaurants haut de gamme, et votre nom revenait sans cesse dans mes recherches. Je n'ai rien à déclarer. Je ne demande pas d'interview. Pas encore. Je veux juste que vous sachiez que j'enquête sur l'homme de la vidéo depuis des mois. Avant vous, avant que cela ne devienne public. Et ce que vous avez fait, consciemment ou non, a ouvert une porte. » D'autres commencent à parler. La serveuse sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. L'espoir, peut-être. Ou peut-être seulement la compréhension qu'elle avait involontairement lancé quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. « Que voulez-vous de moi ? » « Pour l'instant, rien. Continuez votre vie. Mais si vous changez d'avis, si vous voulez raconter votre histoire complète, ma carte est là. » La journaliste laissa la carte sur la table avec assez d'argent pour couvrir un repas qu'elle n'avait pas commandé, puis partit. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Son minuscule appartement dans le Queens, qu'elle partageait avec son frère cadet, semblait encore plus petit sous le poids de toutes les décisions qui pesaient sur elle. Il dormait sur le canapé-lit dans le salon, respiration douce et régulière, inconscient de la tempête qui se formait autour d'eux. Elle regarda la carte de la journaliste sur la table de la cuisine. Raconter son histoire publiquement signifierait ne pas pouvoir revenir en arrière. Cela signifiait se positionner non seulement contre un homme, mais contre tout un système qui protège des hommes comme lui. Cela signifiait devenir une cible permanente. Mais ne pas raconter signifiait que rien ne changerait. Que la prochaine serveuse, le prochain travailleur, la prochaine personne sans pouvoir continuerait d'être humiliée sans voix. Le vendredi, exactement une semaine après l'incident, elle reçut un texto d'un numéro masqué. « Vous vous êtes amusé. Maintenant, il est temps de disparaître. Acceptez une indemnité généreuse et signez un accord de confidentialité où les choses deviendront beaucoup plus difficiles pour vous et votre famille. » Sa famille. Il avait mentionné sa famille. Les mains tremblantes, elle appela son frère. Il décrocha au deuxième son, la voix ensommeillée. « Tout va bien là-bas. »« Oui, pourquoi pas. Je vérifie juste. Je rentre juste après le travail. » Elle raccrocha et resta à fixer son téléphone. La menace était claire. Il avait enquêté sur elle, découvert son frère, sa vie. Il montrait qu'il pouvait l'atteindre où qu'elle soit, toucher les personnes qu'elle aimait. La colère qu'elle ressentit à ce moment était différente de celle qu'elle avait ressentie au restaurant. Froide, calculée, solidifiée en détermination. Il pensait pouvoir l'effrayer avec des menaces. Il ne comprenait pas que les personnes qui n'ont rien à perdre sont les plus dangereuses. Elle prit la carte de la journaliste et tapa un email rapide. « Je suis prête à raconter mon histoire. Tout entière. Sans édition, sans accord, sans peur. Quand pouvons-nous parler ?» La réponse arriva en quelques minutes. « Ce soir. Je vais envoyer l'adresse. » Pendant son service ce jour-là, elle observa chaque client avec de nouveaux yeux. Combien maltraitait le personnel? Combien voyaient les travailleurs comme inférieurs? Combien abusaient de leur pouvoir simplement parce qu'ils le pouvaient? Mais elle vit aussi les autres. Les clients qui remerciaient sincèrement, établissaient un contact visuel, traitaient le personnel avec un respect élémentaire. Ils étaient la majorité, réalisait-elle. Le problème, c'était que les cruels étaient toujours plus bruyants, plus mémorables, plus enclins à utiliser leur pouvoir comme arme. Quand la nuit arriva, elle rencontra la journaliste dans un café discret à Brooklyn. Pendant 3 heures, elle raconta tout. Pas seulement l'incident au restaurant, mais des années de petites humiliations, le système qui force les travailleurs à sourire malgré le mépris, l'impossibilité de riposter quand il faut survivre avec son salaire. La journaliste enregistra chaque mot, posant des questions montrant des années d'expérience pour extraire les vérités difficiles. « Vous comprenez que publier cela va changer votre vie ?» demanda-t-elle à la fin. « Ma vie a déjà changé. Maintenant, je veux juste que ce changement ait un sens. » 3 jours plus tard, l'article fut publié. Il ne parlait pas seulement d'elle, c'était une enquête complète sur son comportement, documentant des années d'abus verbaux, d'environnement de travail toxique et d'utilisation d'accords de confidentialité pour réduire au silence les victimes. 12 personnes différentes furent interviewées, toutes avec des histoires similaires. Et au centre de tout cela,
Il y avait elle, la serveuse qui avait refusé de baisser la tête. L'article explosa. Il fut partagé des millions de fois. Les émissions de télévision en débattaient. Les réseaux sociaux se divisèrent entre partisans et détracteurs. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Il y avait des visages et des noms à côté du sien, une chaîne de personnes qui avaient enfin trouvé le courage de parler. Il émit un communiqué par l'intermédiaire de ses avocats, niant tout, menaçant de poursuites pour diffamation. Mais les preuves étaient accablantes. Trop de témoins, trop de documents, trop de schémas pour être ignorés. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les conseils d'administration de ces entreprises commencèrent à prendre leur distance. Les investisseurs retirèrent leurs fonds. Des contrats furent annulés. L'homme qui semblait intouchable découvrit que même le pouvoir illimité a ses limites quand l'opinion publique se retourne contre vous. Elle observa tout se dérouler depuis son petit appartement, toujours en uniforme de serveuse, toujours vivant au jour le jour. Rien dans sa vie matérielle n'avait changé. Mais quelque chose de fondamental s'était transformé. Elle avait découvert que la véritable force ne venait ni de l'argent ni de la position. Elle venait du refus d'être réduite au silence, du refus d'accepter que le monde doit fonctionner d'une certaine manière simplement parce qu'il avait toujours fonctionné ainsi. Et cette découverte valait plus que tous les $1000 qu'il avait jetés sur la table cette nuit-là. 2 semaines après la publication de l'article, elle nettoyait une table lorsque le gérant s'approcha avec une expression étrange sur le visage. Ce n'était ni de l'inquiétude, ni de la sérénité. C'était quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Table 21. Elle regarda dans la direction indiquée et sentit l'air lui échapper des poumons. C'était lui. Assis seul, sans la cohorte de collègues, sans le costume impeccable de tailleur italien. Il portait une chemise simple, un jean, et semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 semaines. Les yeux qui brillaient autrefois d'arrogance étaient maintenant enfoncés, cerclés de cernes sombres. « Vous n'êtes pas obligé de le servir, » dit rapidement le gérant. « Je peux mettre quelqu'un d'autre ou lui demander de partir. » « Non. » Elle se surprit elle-même par la fermeté de sa voix. « J'irai. » Elle traversa la salle à pas mesurés, chaque regard des autres clients pesant sur elle. Tous les deux étaient désormais reconnus. La vidéo, l'article, les titres interminables les avaient transformés en figures publiques. Les conversations autour se firent plus discrètes à mesure qu'elle s'approchait de la table. « Je suis venu m'excuser, » dit-il avant qu'elle ne puisse parler, la voix rauque et fatiguée. « Je sais que je ne mérite pas votre temps, votre attention ou votre pardon. Mais je devais le dire en personne. » Elle resta debout, sans s'asseoir, sans l'inviter à continuer. Elle attendit simplement. « J'ai passé ma vie à croire que mon argent, ma position, me donnait le droit de traiter les gens comme je voulais. Comme des objets. Comme un divertissement. Je ne me suis jamais arrêté pour penser aux dommages que je causais parce que je n'avais jamais eu à faire face aux conséquences. » Il regarda ses propres mains posées sur la table. « Jusqu'à toi. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que j'ai tout perdu qui avait de l'importance ces 2 dernières semaines. Contrat, investisseur, amis que je pensais être des amis. Ma fiancée a rompu après avoir lu l'article. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus me regarder sans voir le monstre que toi et les autres avaient décrit. » Il leva les yeux vers elle. « Et tu sais quoi? Elle avait raison. » Elle tira la chaise et s'assit, non par sympathie, mais parce que ses jambes tremblaient. Être si près de lui ravivait la colère, la peur, l'adrénaline de cette nuit. Tu crois qu'un simple pardon répare tout? Tu crois que tes pertes équivalent aux années de douleur que tu as infligées à des dizaines de personnes? Non. Cela ne répare rien. Et je ne suis pas venu ici en espérant un pardon. Il fit glisser une enveloppe sur la table. Je suis venu rendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être offert de cette façon. Elle regarda l'enveloppe sans la toucher. Si ce sont les $1000, tu peux les garder. Ce ne sont pas 1000. Ce sont 100 000. Pas comme paiement, pas comme pot de vin. Comme le début d'une restitution qui ne sera jamais suffisante. Elle repoussa l'enveloppe. Je ne veux pas de ton argent. Je n'en ai jamais voulu. Tu n'as toujours pas compris? Il ne s'agissait jamais d'argent. Il s'agissait de respect, de dignité, de reconnaître que les gens ont de la valeur, peu importe combien ils gagnent ou ils travaillent. Je sais. Pour la première fois, elle vit des larmes dans ses yeux. Je sais maintenant. Et c'est pourquoi l'argent n'est pas pour toi. C'est pour créer un fonds de bourse pour les travailleurs de service qui ont dû abandonner leurs études. En ton nom. Pour que quelque chose de bon sorte de tout ce chaos. Elle resta silencieuse, réfléchissant. C'était un geste intelligent, il fallait l'admettre. Publiquement généreux, impossible à refuser sans paraître cruel. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux,
qu'elle n'avait jamais vue avant, de la honte véritable. Et si je dis non? Alors je créerai le fonds quand même et donnerai l'argent anonymement à des causes éducatives. Je ne fais pas cela pour être reconnu ou pour redorer mon image. Mon image est détruite, et honnêtement, elle devrait l'être. Il respira profondément. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que tu m'as forcé à me regarder dans le miroir pour la première fois depuis des années, et je déteste ce que j'ai vu. À ce moment-là, la porte du restaurant s'ouvrit et un groupe de personnes entra. Elle reconnut instantanément certains visages, des personnes de l'article, d'autres travailleurs ayant partagé leurs histoires à son sujet. Et à l'avant, la journaliste d'investigation, caméra à la main. Il vit aussi et pâlit. Tu savais qu'il viendrait? Non. Et c'était vrai. Elle était aussi surprise que lui. La journaliste s'approcha de la table, filmant tout. Nous avons trouvé intéressant que tu aies choisi de revenir ici, sur les lieux du crime, pour ainsi dire. Tu essaies de contrôler la narration? Transformer ton humiliation publique en une histoire de rédemption? Il se leva, vacillant légèrement. Je n'essaie de rien contrôler. Je suis venu m'excuser. Les excuses sont faciles quand tu as déjà tout perdu et qu'il ne te reste rien à gagner à garder le masque. La journaliste se tourna vers les autres. Combien d'entre vous ont reçu des excuses après avoir été humiliés? Après avoir été traités comme des déchets? Une femme fit un pas en avant, ancienne employée de l'une de ces entreprises. J'ai travaillé pour vous pendant 3 ans. Vous m'avez fait pleurer aux toilettes plus de fois que je ne peux compter. Vous m'avez traité d'incompétente devant des clients. Vous m'avez licencié quand j'ai pris un congé pour m'occuper de ma mère malade. Sa voix tremblait, mais était ferme. Et maintenant, vous voulez que nous croyions que vous avez changé en 2 semaines. Je ne m'attends pas à ce que vous croyiez. Je veux juste avoir la chance de le prouver. Prouver. Un homme plus âgé parla, la voix chargée d'amertume. Vous savez comment vous pourriez prouver? En admettant publiquement, pas seulement dans cette pièce, mais au monde entier, chaque chose horrible que vous avez faite. Sans avocat filtrant vos mots, sans attaché de presse adoucissant le message. La vérité crue et complète. Le restaurant était maintenant en silence total. Tous les clients, tout le personnel, tous les yeux fixés sur la table 21. Il regarda autour de lui, tous ces visages, et quelque chose en lui sembla se briser. Pas le masque soigneusement construit de succès et de confiance. Cela avait déjà été détruit. Mais quelque chose de plus profond, le dernier bastion de fierté qui l'empêchait d'admettre complètement l'étendue de ses erreurs. Très bien, dit-il, la voix à peine plus qu'un murmure. Très bien. Je vais le faire. La journaliste ajusta la caméra, s'assurant qu'elle enregistrait tout. Il commença à parler. Et une fois qu'il commença, il sembla incapable de s'arrêter. Il raconta des années à traiter les employés comme des objets jetables. À crier sur les assistants jusqu'à ce qu'ils pleurent parce que cela le faisait se sentir puissant. À utiliser des accords de confidentialité non pas pour protéger des secrets commerciaux, mais pour cacher son comportement abusif. À licencier des gens pour des raisons mesquines, sachant qu'il n'aurait pas les moyens de se défendre. Il parla de la culture de la peur qu'il avait cultivée dans ses entreprises, où les gens craignaient tellement de contredire qu'ils n'entendaient jamais la vérité. De l'usage de sa richesse comme arme, comme bouclier, comme excuse pour tout. Puis il parla de cette nuit au restaurant. Comment il était venu s'amuser avec ses collègues en humiliant le personnel, parce que cela les faisait se sentir supérieurs. Comment il l'avait choisie spécifiquement parce qu'elle semblait silencieuse, inoffensive, une cible facile. Mais tu ne l'étais pas, dit-il, la regardant directement. Tu étais plus forte que nous tous à cette table. Et quand tu as répondu en mandarin, quand tu as refusé d'être intimidé, quelque chose en moi s'est fissuré. Pour la première fois, je me suis vu à travers les yeux de quelqu'un que j'essayais d'humilier. Et je me suis détesté. Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant, sans tentative de les cacher. Je ne demande pas pardon parce que je ne le mérite pas. Je dis juste la vérité qui aurait dû être dite depuis des années. J'ai été cruel. Abusif. J'ai utilisé mon pouvoir pour blesser des gens parce que je le pouvais. Et chaque personne ici, chaque personne qui a partagé son histoire dans l'article, chaque personne qui a travaillé pour moi et a souffert en silence. Vous méritez de savoir que ce n'était pas votre faute. C'était la mienne. Toujours la mienne. Le silence qui suivit était dense, chargé d'émotions complexes. Colère, soulagement, tristesse, une amertume satisfaite d'entendre enfin les mots jamais dits. La serveuse le regarda, vraiment regarda pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Il n'avait plus l'air de l'homme arrogant de la table 17. Il semblait petit, brisé, dépouillé de toutes les couches de protection que l'argent et le pouvoir avaient construites autour de lui. « Je crois que tu es sincère dans ton repentir, dit-elle enfin.
Je crois que tu as enfin compris le mal que tu as causé. Mais le repentir n'efface pas la douleur. Il ne rend pas les emplois perdus, les rêves abandonnés, la dignité écrasée. Je sais. Alors que vas-tu faire? Vraiment faire, pas juste dire? Il essuya son visage, essayant de retrouver un peu de contenance. Je vais créer le fonds de bourse. Je vais me retirer des conseils de mes entreprises et y placer des personnes qui savent comment créer des environnements de travail sains. Je vais financer des programmes de formation sur le respect au travail. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être le genre de personne qui n'a pas besoin d'humiliation publique pour traiter les autres avec décence. De belles paroles, dit la femme qui avait travaillé pour lui. Mais les paroles sont faciles. Voyons si tu peux les transformer en action. Je le ferai. Je le jure. La journaliste éteignit la caméra. Cela sera diffusé demain. Sans montage, sans coupure. Exactement comme tu l'as dit. Tu es sûr? Il acquiesça, épuisé. Oui. Il est temps d'arrêter de se cacher. Les gens commencèrent à se disperser lentement, certains le regardant encore avec méfiance, d'autres avec quelque chose qui pouvait être le début de l'acceptation. La serveuse resta assise, observant le restaurant retrouver peu à peu son rythme normal. Lorsque presque tous étaient partis, il la regarda une dernière fois. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi n'as-tu pas simplement pris l'argent et passé à autre chose? Pourquoi risquer tout pour me confronter ?» Elle réfléchit longuement avant de répondre. « Parce que quelqu'un devait le faire. Parce que j'en avais assez d'avaler ma dignité. Parce que j'ai compris que si je ne me défendais pas, j'enseignerais à mon petit frère qu'il est acceptable de laisser des personnes puissantes marcher sur toi. » Elle se leva, prête à retourner au travail. Et parce que la dignité n'est pas quelque chose que l'on mendie. C'est quelque chose que l'on montre. Il acquiesça lentement, comme s'il comprenait enfin. « Merci, dit-il, de ne pas avoir abandonné le fait de faire ce qui était juste, même quand cela aurait été plus facile. » Elle ne répondit pas, retourna simplement dans la salle, vers ses tables, vers sa vie. Mais quelque chose en elle avait fondamentalement changé. Elle avait affronté le pouvoir sans ciller. Et ce faisant, elle avait découvert une force qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Cette nuit-là, alors qu'elle nettoyait la dernière table, le gérant s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu sais que tu vas être promue, n'est-ce pas? Supervitrice. Augmentation significative. C'est le minimum que nous puissions faire. » Elle sourit, mais secoua la tête. « Merci. Mais je pense qu'il est temps de faire autre chose. Quelque chose que j'ai toujours voulu faire. » « Quoi? » « Reprendre mes études. Terminer mon diplôme. Peut-être enseigner. Montrer aux autres qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. » Et pour la première fois depuis des années, lorsqu'elle prononça ces mots, elle y crut vraiment. 6 mois plus tard, elle se tenait devant une salle de classe pour la première fois. Pas en tant qu'étudiante, mais comme assistante d'enseignement du mandarin à l'université communautaire locale. Les murs étaient simples, les bureaux usés par le temps, mais pour elle cet espace était plus luxueux que n'importe quel restaurant 5 étoiles où elle avait travaillé. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile. Après avoir quitté l'Imperial Garden, elle avait passé des semaines à chercher un emploi pour payer les factures tout en reprenant ses études. L'ironie ne lui échappait pas. Elle était devenue célèbre pour avoir défendu les travailleurs de service, mais devait encore travailler dans ces services pour survivre. La différence, c'était qu'à présent elle choisissait où travailler, elle choisissait qui servir, et elle n'acceptait plus jamais d'être traitée comme moins qu'un être humain. La vidéo de sa confession était devenue aussi virale que l'original. Des millions de personnes l'avaient vue alors qu'il reconnaissait publiquement ses erreurs, sans excuses, sans tenter d'adoucir la vérité. Les commentaires étaient partagés. Certains croyaient en la sincérité de sa transformation. D'autres disaient que ce n'était qu'une opération de communication, une ultime tentative désespérée de sauver ce qui restait de sa réputation. Elle avait cessé de lire les commentaires après quelques semaines. L'opinion publique est volatile, changeant de direction comme le vent dans une tempête. Ce qui comptait, ce n'était pas ce que pensaient des inconnus sur Internet, mais ce qui avait changé concrètement. Et des changements concrets avaient eu lieu. Le fonds de bourse avait été établi avec 2 millions de dollars initiaux, pas seulement les 100 000 qu'il avait proposés ce jour-là. Son nom y était associé, mais elle avait insisté pour que cela ne concerne pas seulement elle. C'était pour tout travailleur de service rêvant d'éducation, mais n'ayant pas les moyens de poursuivre ses rêves. Dans les premières semaines suivant l'annonce, elle avait reçu des centaines de messages. Certains exprimaient de la gratitude, disant que son courage avait inspiré des changements dans leur propre vie. D'autres étaient remplis de colère, l'accusant d'avoir accepté de l'argent, du sang, de s'être vendu. Et certains, les plus difficiles à lire,
racontait des histoires personnelles d'humiliation et d'abus jamais partagés auparavant. Elle avait essayé de répondre à tous, surtout à ces derniers. Chaque histoire lui rappelait pourquoi elle avait parlé en premier lieu, pourquoi elle avait risqué sa stabilité pour exposer la vérité. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de justice poétique. Il s'agissait de donner une voix à ceux qui avaient été réduits au silence pendant trop longtemps. Son frère cadet était fier d'elle d'une manière qui la faisait pleurer. Il avait 16 ans maintenant, assez âgé pour comprendre ce qu'elle avait fait et pourquoi. Une nuit, il lui avait dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Tu m'as appris qu'être fort ne signifie pas ne jamais avoir peur. Cela signifie avoir peur et faire ce qui est juste malgré tout. » Ces mots étaient devenus son mantra dans les mois difficiles qui suivirent. L'université communautaire l'avait contacté après avoir vu son dossier académique et lu son histoire. Il lui avait proposé un poste à temps partiel comme assistante d'enseignement pendant qu'elle terminait sa licence. Le salaire était modeste, mais il incluait les frais de scolarité gratuits et la possibilité de faire ce qu'elle avait toujours aimé. Enseigner les langues, connecter les cultures, montrer aux autres que le savoir est une forme de pouvoir que personne ne peut vous enlever. Lors de ce premier cours, elle regarda les visages des étudiants et y vit des reflets d'elle-même. Des travailleurs de nuit venant directement de leur service. Des parents seuls jonglant entre enfants et études. Des immigrés essayant de construire une nouvelle vie dans un pays étranger. Des personnes sous-estimées toute leur vie et déterminées à prouver qu'elles valaient plus que ce que les circonstances laissaient penser. « Mon nom est au tableau », commença-t-elle, d'une voix étonnamment ferme. « Certains d'entre vous peuvent me reconnaître grâce aux récentes nouvelles. D'autres ne savent peut-être pas qui je suis. Les deux situations sont correctes. Ici, dans cette salle, peu importe d'où nous venons ou ce qui s'est passé avant. Ce qui compte, c'est où nous allons. » Un homme au fond de la classe leva timidement la main. « C'est vrai que vous avez appris le mandarin en travaillant dans des restaurants. » Pas exactement. J'ai appris le mandarin à l'université avant de devoir interrompre mes études. Mais j'ai pratiqué seul pendant des années, en écoutant des podcasts sur le chemin du travail, en regardant des films sans sous-titres tard le soir. Parce que même quand je ne pouvais pas être en classe, je refusais d'arrêter d'apprendre. Elle vit la compréhension illuminer certains visages. Ces personnes connaissaient cette lutte, ce désir de progresser malgré les obstacles, l'obstination à continuer à apprendre même quand la vie semblait conspirer contre eux. Alors, commençons, dit-elle en écrivant les premiers caractères chinois au tableau. Et je vais vous promettre une chose. Je vous traiterai avec le respect que tout étudiant mérite. Je croirai en vous-même lorsque vous doutez de vous-même. Parce que je sais ce que c'est que d'être sous-estimé. Les semaines devinrent des mois. Ses cours gagnèrent en popularité, non pas parce qu'elle était célèbre, mais parce qu'elle comprenait ses étudiants d'une manière que des professeurs avec un parcours traditionnel ne pouvaient pas. Elle connaissait la fatigue d'étudier après un service de 12 heures. Elle connaissait la frustration de ne pas pouvoir acheter des manuels coûteux. Elle connaissait la peur de sentir que l'on n'appartenait pas aux espaces académiques. Et elle utilisait cette connaissance pour créer un environnement où chacun se sentait vu, valorisé et capable. Un jour, elle reçut un email inattendu. C'était lui. L'objet disait simplement « mise à jour », sans attente de réponse. Elle hésita avant d'ouvrir, l'ancienne tension revenant momentanément. Mais la curiosité l'emporta. Le message était long, détaillant les changements qu'il avait mis en place dans ses entreprises. Nouveaux formations obligatoires sur le respect au travail. Politique de signalement anonyme pour que les employés dénoncent les abus. Audit régulier de la culture d'entreprise. Il s'était retiré des postes de direction directe, reconnaissant que sa présence rendait impossible pour de nombreux employés de se sentir en sécurité. Il terminait ainsi « Je n'écris pas pour demander pardon ou reconnaissance. J'écris parce que j'ai promis la transparence. Ces changements se produisent non pas parce que je suis une bonne personne, mais parce que vous m'avez forcé à confronter le fait que je ne l'étais pas. Et pour cela, même si vous ne lirez jamais ceci, merci. » Elle lut le message 3 fois. Une partie d'elle ressentait encore de la colère, voulait croire que tout était une mise en scène, une image publique soigneusement construite. Mais il y avait une autre partie, plus petite mais grandissante, qui reconnaissait que les gens pouvaient changer. Pas facilement, pas rapidement, et certainement pas sans que des conséquences réelles forcent ce changement. Mais ils pouvaient. Elle ne répondit pas à l'email. Il n'y avait rien à dire. Il vivait avec les conséquences de ses actes, essayant de faire mieux, et c'était tout ce qu'elle pouvait attendre. Le pardon n'était pas obligatoire, mais reconnaître un changement véritable était possible. 3 mois plus tard, elle se tenait sur scène pour recevoir son diplôme. 4 ans après la date prévue, par un chemin infiniment plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé, mais elle était là. Son frère était dans le public, criant plus fort que tous quand son nom fut appelé. Son ancienne collègue du restaurant était là aussi,
avec plusieurs autres employés devenus de vrais amis au fil de ces années difficiles. Après la cérémonie, alors qu'il célébrait dans un restaurant modeste de son quartier, sa collègue leva son verre. À la femme qui nous a montré que la dignité ne se marchande pas, que le vrai pouvoir vient de connaître sa valeur. Et que parfois, la chose la plus révolutionnaire que l'on puisse faire est simplement de refuser de baisser la tête. Les verres s'entrechoquèrent, les rires résonnèrent, et pendant un instant tout était parfait. Pas parce que sa vie était facile ou que tous les problèmes étaient résolus, mais parce qu'elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que la richesse ou le statut. Elle avait trouvé sa propre valeur et refusé de laisser qui que ce soit la diminuer. Cette nuit-là, seule dans son appartement, elle ouvrit un carnet qu'elle avait commencé à tenir après tout ce qui s'était passé. Elle y écrivait des leçons qu'elle voulait retenir, des choses à enseigner à ses étudiants, des vérités découvertes de la manière la plus difficile. Elle tourna la page blanche et commença à écrire. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision que quelque chose compte plus que ta peur. J'ai appris que la dignité n'est pas quelque chose que l'on donne ou que les circonstances peuvent prendre. C'est quelque chose que l'on porte en soi, une ligne que l'on trace et que l'on refuse de laisser les autres franchir. J'ai appris que le vrai pouvoir ne vient pas de combien d'argent on a ou de combien de personnes travaillent pour vous. Il vient de connaître sa valeur et de vivre en accord avec elle, même si cela coûte tout. J'ai appris que le changement est possible, mais seulement quand les conséquences deviennent impossibles à ignorer. Que les gens peuvent se transformer, mais rarement par bonté. Ils changent quand ne pas changer devient insoutenable. J'ai appris que votre voix compte, même quand vous pensez que personne n'écoute. Que parler contre l'injustice peut être terrifiant et libérateur en même temps. Que parfois la chose la plus importante que vous puissiez faire est simplement de dire la vérité, même si votre voix tremble. Et j'ai appris que nous ne sommes pas seuls. Que derrière chaque personne qui trouve le courage de parler, il y a des centaines qui attendent la permission de faire de même. Qu'un acte de courage peut créer des vagues qui atteignent des rivages que vous ne verrez jamais. Mais par-dessus tout, j'ai appris ceci, la dignité ne se mendie pas. Elle ne se vend pas. Elle ne se négocie pas. Elle se démontre. À travers chaque choix que nous faisons, chaque ligne que nous refusons de franchir, chaque moment où nous choisissons notre valeur plutôt que notre convenance. Et une fois que vous le découvrez, une fois que vous comprenez vraiment que personne ne peut retirer votre valeur à moins que vous ne le permettiez, tout change. Vous ne devenez pas invincible. Vous faites encore face à des difficultés, vous avez encore peur, vous luttez encore. Mais vous faites tout cela debout, la tête haute, sachant que votre valeur n'est pas à vendre. C'est la leçon que je veux que mes étudiants retiennent. Pas seulement le mandarin ou une autre langue. Mais ceci, qu'ils comptent. Qu'ils ont de la valeur. Qu'ils méritent le respect non pas à cause de leur richesse ou de leur position, mais simplement parce qu'ils sont humains. Et si quelqu'un tente de leur faire oublier cela, ils ont non seulement le droit, mais la responsabilité de rappeler à cette personne, et à eux-mêmes, que la dignité ne se mendie pas. Elle se démontre. Elle referma le carnet et regarda par la fenêtre la ville qui avait presque réussi à la briser, mais qui avait fini par révéler sa force. Les lumières de New York scintillaient à l'infini, chacune représentant une histoire, une lutte, un rêve. Et quelque part là-bas, elle le savait, quelqu'un d'autre faisait face à sa propre table 17. Un autre travailleur humilié, un autre rêveur diminué, une autre voix réduite au silence. Mais désormais il y avait un précédent. Il y avait une histoire qui montrait que parler était possible. Que résister valait la peine. Que la dignité, une fois démontrée, créait un chemin pour que d'autres la suivent. Elle n'avait pas changé le monde. Mais elle avait changé un petit bout de lui. Et parfois, cela suffisait. Des années plus tard, quand ses étudiants demandaient ce qu'il s'était passé lors de cette fameuse nuit au restaurant, elle terminait toujours l'histoire de la même manière. Ce que vous faites quand quelqu'un essaie de vous retirer votre dignité définit qui vous êtes. Vous pouvez baisser la tête et accepter. Vous pouvez riposter avec la même colère que la leur. Ou vous pouvez faire ce qui est le plus difficile. Vous pouvez garder votre dignité intacte et, ce faisant, leur montrer ce qu'ils ont vraiment perdu en perdant la leur. Et ensuite, elle souriait et retournait en classe, enseignant non seulement le vocabulaire et la grammaire, mais la leçon la plus importante de toutes, que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous, mais de la façon dont vous choisissez de vous voir. La dignité ne se mendie pas. Elle se démontre. Et une fois démontrée, personne ne peut vous l'enlever. Si cette histoire vous a inspiré et que vous voulez voir plus de contenu célébrant le courage et la dignité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.